Chapitre 44. Le rendez-vous du dimanche fut fixé au regard Saint-Hubert, un des rendez-vous les plus usités et en même temps un des plus charmants endroits de la forêt. Nous arrivâmes, M. de Violaine et moi, à l'heure militaire. Mon beau-frère n'avait pu venir étant en tournée. Tout le monde se trouvait au rendez-vous avec la ponctualité de l'obéissance. Il y avait 3 bêtes détournées, 2 ragots et une laie. Il va sans dire que pas un garde ne manqua de demander à Bobino des nouvelles de son sanglier, mais, à part la queue qu'il avait eu le bon esprit de conserver à sa boutonnière, Bobino n'en avait pas entendu parler. Il y avait, comme nous l'avons dit, 3 sangliers à attaquer, un sur la garderie de Berthelin, un sur la garderie de Choron, un sur la garderie de Moynat. On commençait par celui qui se trouvait le plus proche, c'était un des ragots. Il avait été détourné par Berthelin. Avant qu'il sortît de l'enceinte, il fut tué par Mildet qui, à 50 pas, lui coula un lingot au beau travers du corps. On passa au second qui était sur la garderie de Choron. C'était à une petite lieue à peu près de l'endroit où on avait tué le premier. Choron, selon son habitude, nous conduisit d'abord à la Maisonneuve pour y boire un coup et y manger un morceau, après quoi nous nous remîmes en route. L'enceinte fut formée. J'étais placé entre M. de Violaine et ce même François qui avait décoré Bobino. Après François venait Moynat, et après Moynat je ne sais plus qui. Cette fois nous avions affaire à une laie. Choron entra dans le taillis avec son limier. 5 minutes après, la laie était lancée. Nous l'entendîmes venir comme la première fois, faisant claquer ses mâchoires l'une contre l'autre. Monsieur de Violaine, à qui elle passa d'abord, lui envoya ses 2 coups de fusil sans la toucher. Je lui envoyai le mien, mais comme c'était le premier que je tirais, je le manquai aussi. Enfin, François fit feu à son tour et l'atteignit en plein corps. Aussitôt, le sanglier fit un retour à angle droit et, avec la rapidité de la foudre, fondit sur le tireur. François, qui était assez sûr de lui, l'attendit de pied ferme et lui envoya un second coup, presque à bout portant. Mais, au même moment, au milieu de la fumée que le vent n'avait pas encore eu le temps de dissiper, François et le sanglier ne formèrent plus qu'un groupe informe. Nous entendîmes un cri de détresse. François, renversé sur le dos, cherchait vainement à tirer son couteau de chasse, tandis que la laie, acharnée sur lui, le fouillait à coups de groin. Nous nous précipitâmes tous pour courir à son secours, mais nous n'avions pas fait 4 pas qu'une voix cria d'un accent impératif qui arrêta M. de Violaine tout le premier « Ne bougez pas !» Chacun s'arrêta, immobile et muet à sa place. Seulement tous les yeux se dirigèrent du côté où était venue la voix. Alors nous vîmes Moynat abaisser le canon de son fusil dans la direction du groupe terrible. Un moment, le vieillard parut changé en statue de pierre. Enfin, le coup partit, et l'animal, frappé au défaut de l'épaule, alla rouler à 4 pas de celui qu'il tenait terrassé. « Ah, merci, vieux, dit François en se remettant vivement sur ses jambes. Si jamais tu as besoin de moi, tu comprends, c'est à la vie et à la mort. »« Oh, ça ne vaut pas la peine, dit Moynat, et il se mit tranquillement à recharger son fusil. Nous courûmes tous à François. Il avait une égratignure à la cuisse et une morsure au bras, voilà tout. Ce n'était rien en comparaison de ce qui eût pu arriver si, au lieu d'avoir affaire à une laie, il eût eu affaire à un sanglier. Lorsqu'on se fut assuré du peu de gravité des 2 blessures, toutes les exclamations se tournèrent en félicitations pour Moynat. Mais comme ce n'était pas la première fois qu'il était le héros d'une pareille aventure, Moynat reçut nos compliments en homme qui ne comprend pas que l'on trouve extraordinaire une chose si simple et selon lui si facile à exécuter. Après nous être occupés des hommes, nous nous occupâmes de la bête. Le sanglier avait reçu les 2 balles de François, mais l'une, tirée de côté, s'était aplatie sur la cuisse presque sans entamer la peau. L'autre, envoyée de face, avait glissé sur la tête, où elle avait creusé un sillon sanglant. Quant à la balle de Moynat, elle avait pris l'animal au défaut de l'épaule et l'avait tué roide. On fit la curée, on mit la bête sur les épaules des 2 ouvriers du bois qui se chargèrent de la porter à la Maisonneuve, comme les envoyés de Moïse portaient la grappe de la terre promise, et l'on se remit en chasse comme si rien ne s'était passé,
ou comme si l'on eût prévu qu'il se passerait, avant la fin de la journée, un événement bien autrement terrible que celui que nous venons de raconter. La troisième attaque devait avoir lieu dans la garderie de Moina, limitrophe de celle où, 3 jours auparavant, Bobino avait été décoré. On y arriva au bout de 3/4 d'heure de marche. Les mêmes précautions furent prises que dans les battues précédentes. L'enceinte fut formée. Cette fois, j'étais placé entre M. de Violaine et Berthelin. Puis, comme c'était Moina qui avait détourné la bête, il entra à son tour dans l'enceinte pour la fouiller. 5 minutes après, la voix du chien annonça que le sanglier était lancé. Chacun était attentif pour saisir le sanglier au passage, quand tout à coup l'on entendit un coup de carabine. En même temps, je vis un grès, placé à 40 pas de moi à peu près, voler en éclats. Puis j'entendis à ma droite un cri de douleur. Je tournai la tête et j'aperçus Berthelin qui, d'une main, se cramponnait à une branche d'arbre et qui appuyait l'autre sur son côté. À travers ses doigts, le sang ruisselait. Peu à peu, il s'affaissa sur lui-même en se courbant en deux, puis il se laissa aller à terre en poussant un profond gémissement. « Au secours !» criai-je, « Berthelin est blessé !» Et je courus à lui, suivi de M. de Violaine, tandis que, sur toute la ligne, les chasseurs d'un pas rapide se rapprochaient de nous. Berthelin était sans connaissance. Nous le soutîmes dans nos bras. Le sang coulait à flots d'une blessure qu'il avait reçue au-dessus de la hanche gauche. La balle était restée dans le corps. Nous étions tous autour du mourant, nous interrogeant du regard pour savoir qui avait tiré le coup de fusil, quand nous vîmes sortir du fourré Choron sans casquette, pâle comme un spectre, tenant à la main sa carabine encore fumante et criant « Blessé, qui est-ce qui a dit que mon oncle était blessé ?» Personne de nous ne répondit, mais nous lui montrâmes le moribond qui vomissait le sang à pleine bouche. Choron s'avança, les yeux hagards, la sueur au front, les yeux dressés sur la tête, et arriva près du blessé. Il le regarda en pâlissant encore, ce que l'on eût cru impossible, poussa une espèce de rugissement, brisa le bois de sa carabine contre un arbre et en jeta le canon à 50 pas de lui. Puis il tomba à genoux, priant le mourant de lui pardonner, mais le mourant avait déjà fermé les yeux pour ne plus les rouvrir. On improvisa à l'instant même un brancard, on posa le blessé dessus, puis on le transporta dans la maison de Moina, qui n'était qu'à 300 ou 400 pas de l'endroit où l'accident était arrivé. Nous accompagnions tous le brancard, ou plutôt nous suivions Choron, qui marchait près de lui, les bras pendants, la tête basse, ne disant pas une parole, ne versant pas une larme. Pendant ce temps, un des gardes était monté sur le cheval de M. de Violaine et courait ventre à terre chercher le médecin. Au bout d'une demi-heure, le médecin arriva pour annoncer ce dont chacun se doutait, en voyant que Berthelin n'avait pas repris connaissance, c'est que la blessure était mortelle. La femme du blessé ignorait encore cette nouvelle, il fallait la lui transmettre. M. de Violaine se chargea de ce triste message et s'apprêta à sortir de la maison. Alors Choron se leva et, s'approchant de lui, « Monsieur de Violaine, dit-il, il est bien entendu que tant que je vivrai, elle ne manquera de rien, la pauvre chère femme, et que, si elle veut venir demeurer chez nous, elle y sera vue comme ma mère. » « Oui, Choron, répondit M. de Violaine, le cœur gonflé, oui, je sais que tu es un brave cœur, un honnête garçon. Que veux-tu, mon ami? Je sais qu'il y a des balles qui sont fondues avec un nom dessus. Ce n'est point ta faute, c'est celle de la fatalité. » « Ah, monsieur l'inspecteur, s'écria Choron, dites-moi encore quelques paroles comme celle-là. Vous ne savez pas le bien qu'elles me font, je crois que je vais pleurer. »« Mais pleure, mon enfant, pleure, dit M. de Violaine, pleure, cela te fera du bien. »« Oh mon Dieu, s'écria enfin le malheureux, en éclatant en sanglots et en tombant dans un fauteuil. Rien ne m'a jamais impressionné qu'une grande force brisée par une grande douleur. La vue de Berthelin, luttant contre la mort et versant tout son sang, m'avait moins ému que la vue de Choron, luttant contre le désespoir et ne pouvant verser une larme. Nous quittâmes les uns après les autres cette chambre mortuaire où il ne resta que le mourant, le médecin, Moina et Choron. Dans la nuit, Berthelin expira. On devine l'émotion de ma mère lorsqu'elle apprit ce qui s'était passé, et le discours magnifique qu'elle me fit sur les balles perdues.
La balle de Choron ne pouvait-elle pas m'atteindre aussi bien qu'elle avait atteint Berthelin? Et si cela était arrivé, ce serait elle qui, à cette heure, pleurerait près de mon cadavre. J'abondai dans son sens. Je lui dis que tout était possible, mais que, de mémoire d'homme, c'était le premier accident de ce genre qui arriva dans la forêt. Que par là même qu'il était arrivé, c'était une raison pour qu'il ne se renouvelât plus avant 100 ans. Que dans 100 ans, ceux qui ne seraient pas tués par les balles seraient tués par ce chasseur, bien autrement redoutable qu'on appelle le temps. Qu'ainsi donc, il n'y avait aucune raison pour que je n'allasse point aux chasses suivantes, comme j'avais été aux chasses passées. Hélas, ma pauvre mère n'avait d'autre volonté que la mienne, et je la tourmentais tant qu'elle céda. Oh, pauvre mère, c'est toi que le chasseur fatal devait tuer avant l'âge, au moment où j'allais te rendre en joie et en bien-être toutes les douleurs que je t'avais faites, toutes les gênes que je t'avais causées. Le jeudi suivant, j'allai à la chasse, malgré le terrible accident du dimanche. Le rendez-vous, cette fois, était à la Bruyère-aux-Loups. Monsieur de Violaine avait convoqué tout le monde, à l'exception de Choron. Mais convoqué ou non, Choron n'était pas homme à manquer son devoir. Il arriva à la même heure que les autres, seulement il n'avait ni carabine ni fusil. « Le voilà, dit monsieur de Violaine, j'en étais sûr. » Puis, se retournant vers lui, « Pourquoi diable es-tu venu, Choron ?»« Parce que je suis chef de brigade, mon inspecteur. »« Mais je ne t'avais pas convoqué. »« Oui, je comprends, et je vous remercie, mais ce n'est point cela, le service avant tout. Dieu sait si je donnerais ma vie pour que le malheur ne fût pas arrivé, mais quand je resterai à me lamenter à la maison, il n'en aura pas moins 6 pieds de terre sur le corps, le pauvre cher homme. Oh, il n'y a qu'une chose qui me tourmente, monsieur de Violaine. »« Laquelle, Choron ? C'est qu'il est mort sans me pardonner. » »« Comment voulais-tu qu'il te pardonnât ? Il ne savait même pas que c'était toi qui eusses tiré le malheureux coup de carabine. » »« Non, il ne l'a pas su au moment de sa mort, mais il le sait là-haut. Les morts savent tout à ce qu'on dit. » »« Allons, Choron, allons, du courage, dit monsieur de Violaine. »« Du courage, parbleu, vous voyez bien que j'en ai, mon inspecteur, puisque me voilà. Mais n'importe, j'aurais voulu qu'il me pardonnât. » Puis, se penchant à l'oreille du chef, « Il m'arrivera malheur, dit-il. Vous verrez, monsieur de Violaine, il m'arrivera malheur. Et cela, parce qu'il ne m'a pas pardonné. Tu es fou. Vous verrez cela. Choron, que voulez-vous? C'est mon idée. C'est bien, tais-toi et parlons d'autre chose. De ce que vous voudrez, mon inspecteur. Pourquoi es-tu venu sans armes? Parce que de ma vie, entendez-vous, de ma vie, je ne toucherai ni carabine ni fusil. Et avec quoi tueras-tu le sanglier, si le sanglier tient au chien? Avec quoi je le tuerai? Choron tira un couteau de sa poche. Je le tuerai. Avec ça, donc. Monsieur de Violaine haussa les épaules. Ah, haussez les épaules tant que vous voudrez, monsieur de Violaine. Il en sera comme je vous le dis. Ce sont ces brigands de sangliers qui sont cause que j'ai assassiné mon oncle. Avec mon fusil ou ma carabine, je ne sentais pas que je l'ai tué, tandis qu'avec mon couteau, c'est autre chose. D'ailleurs, avec quoi égorge-t-on les cochons? Avec un couteau. Eh bien, un sanglier, ce n'est pas autre chose qu'un cochon. Enfin, dit monsieur de Violaine, qui comprenait qu'il n'aurait jamais le dernier mot, puisque tu ne veux entendre à rien, il faut bien te laisser faire. Oui, laissez-moi faire, mon inspecteur, et vous verrez. En chasse, messieurs, dit l'inspecteur. Le sanglier était retourné sur la garderie d'un nommé La Jeunesse. On l'attaqua presque aussitôt, car le rendez-vous n'était pas à plus de 500 pas de la Bauge. Mais cette fois, quoique touché par 4 ou 5 balles, le sanglier, qui était une bête de 3 ans, prit un grand parti, et ce ne fut qu'au bout de 4 ou 5 heures de chasse qu'il se décida à faire tête au chien. Tout le monde sait une chose, c'est que, fût-on harassé à ne pas pouvoir se tenir debout, toute fatigue cesse au moment où le sanglier tient. Nous avions fait en tour et en détour plus de 10 lieues. Cependant, dès que nous reconnûmes à la voix des chiens qu'ils étaient aux prises avec l'animal, chacun de nous retrouva ses forces et se mit à courir vers le point de la forêt où s'amassaient les aboiements. C'était dans une jeune coupe de 8 à 10 ans, c'est-à-dire au milieu d'un taillis de 10 à 12 pieds de haut, que le drame se jouait.
Au fur et à mesure que nous avancions, le bruit redoublait, et de temps en temps on apercevait, au-dessus de la cime des arbres, un chien enlevé par un coup de boutoir, les quatre pattes en l'air, hurlant comme un désespéré, mais ne retombant à terre que pour se ruer de nouveau sur le sanglier. Enfin nous arrivâmes à une espèce de clairière. L'animal était acculé, comme dans un fort, aux racines d'un grand baliveau renversé par quelque ouragan. 25 ou 30 chiens l'assaillaient à la fois. 10 ou 12 étaient blessés, quelques-uns avaient le ventre ouvert, mais ces nobles animaux ne sentaient pas la douleur et revenaient au combat en piétinant sur leurs entrailles traînantes. C'était à la fois magnifique et horrible à voir. « Allons, allons, Midley, ou moins un coup de fusil à ce gaillard-là. Assez de chiens tués, finissons-en. »« Hein, que dites-vous, monsieur l'inspecteur » s'écria Choron. « Un coup de fusil à un pourceau. Allons donc, un coup de fusil, c'est assez bon pour lui. Attendez, vous allez voir. » Choron tira son couteau et s'élança sur le sanglier, écartant les chiens qui revinrent aussitôt et se confondant avec cette masse mobile et hurlante. Pendant 2 ou 3 secondes, il nous fut impossible de rien distinguer. Mais tout à coup, le sanglier fit un violent effort comme pour s'élancer. Chacun portait déjà la main à la gâchette de son fusil, quand on s'aperçut qu'au lieu de s'élancer, l'animal, au contraire, faisait un mouvement de recul. Choron se releva, tenant l'animal par les 2 pattes de derrière comme il eût fait d'une brouette, et le maintenant, malgré tous ses efforts, avec ce poignet de fer que nous lui connaissions, tandis que les chiens, se jetant de nouveau sur lui, le couvraient de leur corps comme d'un tapis mouvant et bigarré. « Allons, Dumas, me dit de Violaine, celui-là, c'est à toi, va faire tes premières armes. » Je m'approchai du sanglier qui, en me voyant venir, redoubla de secousses, faisant claquer ses mâchoires et me regardant avec des yeux ensanglantés. Mais il était pris dans un véritable étau et tous ses efforts ne purent le dégager. Je lui introduisis le bout de canon de mon fusil dans l'oreille et je fis feu. La commotion fut si violente que l'animal s'arracha des mains de Choron, mais ce ne fut que pour aller rouler à 10 pas de là. Balles, bourre et feu, tout lui était entré dans la tête, et je lui avais littéralement brûlé la cervelle. Choron poussa un grand éclat de rire. « Allons, allons, dit-il, je vois qu'il y a encore du plaisir à prendre sur la terre. » « Oui, dit M. de Violaine, effrayé de ce qu'il venait de voir. Seulement, si tu procèdes de cette manière-là, mon garçon, tu pourrais bien ne pas t'amuser longtemps. Mais qu'as-tu donc à la main ? » ?»« Oh, rien, une égratignure. Le gredin avait la peau si dure que mon couteau s'est refermé. »« Oui, et en refermant, il t'a coupé le doigt, dit M. de Violaine. Ah, net, mon inspecteur, net. » Et Choron étendit sa main droite à laquelle il manquait la première phalange de l'index. Puis, au milieu du silence que cette vue produisit, s'approchant de M. de Violaine, « Ah, c'est trop juste, monsieur l'inspecteur, dit-il, c'est le doigt avec lequel j'ai tué mon oncle. Mais il faut soigner cette blessure-là, Choron. »« Soigner cela, ah bien, voilà grand-chose. S'il faisait du vent, ce serait déjà séché. » Et sur ce, Choron, rouvrant son couteau, fit la curée de l'animal aussi tranquillement que si rien ne lui était arrivé. À la chasse suivante, Choron revint non plus avec un couteau, mais avec un poignard en forme de baïonnette, ayant une garde espagnole emboîtant toute la main. Il l'avait fait exécuter sous ses yeux par son frère, armurier à Villers-Cotterêts. Ce poignard-là ne pouvait ni se briser ni se fermer, et poussé par le poignet de Choron, il fut entré jusqu'au cœur d'un chêne. Alors la scène que j'ai déjà décrite se renouvela. Seulement le sanglier resta sur place, égorgé comme un cochon domestique. Il en fut ainsi à toutes les autres chasses, si bien que ses camarades ne l'appelaient plus que le charcutier. Et, chose étrange, là où un autre que Choron eût laissé la vie, Choron n'attrapait pas une égratignure. On eût dit qu'en se coupant le bout du doigt, il s'était retranché la seule partie de son corps qui fût vulnérable. Mais tout cela ne lui faisait pas oublier la mort de Berthelin. Il devenait de plus en plus sombre, et de temps en temps il disait à l'inspecteur « Voyez-vous, monsieur de Violaine, tout cela n'empêche point qu'un jour il m'arrivera malheur. » Et puis, tout bas, à ses amis, sa femme se plaignait de sa jalousie. « Un jour ou l'autre, disait-elle, le malheureux me tuera, comme il a tué mon oncle Berthelin. »
Dois-je finir tout de suite cette lamentable histoire de Choron? Dois-je attendre, en suivant l'ordre des jours, que son dénouement arrive naturellement à son heure? Non. Débarrassons-nous de cette tâche sanglante faite aux premières pages du livre de ma jeunesse.